Bonjour, XVIIIe siècle, Buffon, suite de la biographie. Buffon et ses collaborateurs. Pour cette tâche immense, Buffon dut s'adjoindre de ses collaborateurs. Daubenton s'occupe de l'anatomie. À partir des oiseaux, de nombreuses descriptions, parfois célèbres, sont dues à Guénaud, Guénaud de Montbéliard et à l'abbé Bexon. Guiton de Morveau et Faujas de Saint-Fond collaborent aux minéraux. Mais c'est Buffon qui est l'animateur de l'entreprise. C'est lui qui rassemble les documents par une vaste correspondance avec des voyageurs, des marins, des soldats, des missionnaires, des chasseurs. Il recrute des peintres et des graveurs, contrôle le travail et apporte un appoint irremplaçable, la maîtrise du style et les éclairs du génie. Les monographies animales. Il procède par monographie, consacrées chacune à un ensemble indiscutable, l'espèce, suite constante d'individus semblables qui se reproduisent. De chaque espèce, il étudie l'aspect physique, les mœurs, l'anatomie, l'histoire, et adopte comme principe d'unité le naturel, c'est-à-dire l'instinct. Ce dessin l'oblige à observer les bêtes vivantes et exige de lui des talents d'écrivain. Le style est en effet chez Buffon autre chose qu'un ornement. Il devient inséparable de la science. Il faut se garder de le juger sur quelques préambules emphatiques qu'on admirait de son temps. Il est souvent vif et animé, toujours adapté au modèle. Ses fraîches notations nous rappellent La Fontaine. D'autres fois, dans ses discours et ses vues générales, le style s'élève, mais la hauteur du ton convient alors à la magnificence du sujet, l'origine des espèces, la place de l'homme dans la nature, etc. Après le charme d'un La Fontaine, c'est la majesté d'un Lucrèce. Les idées de Buffon. Combattu par les théologiens et aussi par les philosophes qui doutaient de sa science, Buffon a eu cependant quelques intuitions vraiment géniales. Dieu, l'homme, les animaux. S'il est tenté de parler de la nature comme d'un être réel, il se garde néanmoins de l'identifier à un être suprême. Il se refuse également à admettre la parenté de l'homme et de l'animal. Selon lui, l'homme est fait pour régner sur l'univers. À l'opposé de Rousseau, il considère que le règne de l'homme comme le triomphe de la vie en société, qui répond à son instinct naturel. Quant aux animaux, le naturaliste n'est pas loin d'en faire, avec Descartes, de pures machines. Il leur accorde le sentiment de leur existence, mais d'après lui, ils n'ont ni intelligence, ni réflexion, ni mémoire réelle, ni langage véritable. Les intuitions du naturaliste. Buffon fut un génial éveilleur d'idées. Il a posé le principe des lentilles à échelons, encore utilisé dans nos phares. Ses observations sur les mines ouvrent des voies à la géologie et à la géographie. L'idée des espèces disparues fonde la paléontologie et renouvelle l'histoire du globe. Constatant la répartition des espèces par zone et par continent, il inaugure la géographie zoologique. Mais surtout, il annonce les grands naturalistes du XIXe siècle. Abandon des causes finales. Réaumur, l'abbé Pluche, Rousseau s'extasient sur la perfection de la nature. On connaît les émerveillements ridicules de Bernardin de Saint-Pierre. Buffon, au contraire, se moque de la théologie des insectes. L'existence d'êtres anormaux nous invite à l'abandon des causes finales. L'unité de plan dans la série animale. Combattant la classification par famille, Buffon est frappé par la continuité naturelle du règne animal. On peut descendre par degrés presque insensibles à la créature la plus parfaite jusqu'à la matière la plus informe. Bien plus, tous les animaux lui paraissent organisés selon un même dessein primitif et général. Buffon ouvrait ainsi la voie à l'hypothèse de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'unité de plan du règne animal. La question du transformisme. Déiste et spiritualiste, Buffon a cru d'abord à la fixité des espèces. Il rejetait l'idée d'une parenté entre l'homme et l'animal qui donnerait des points au matérialisme. Mais peu à peu, comparant les animaux des deux continents autrefois réunis, il se demandait s'ils ne descendaient pas d'ancêtres communs et si leur différence ne venait pas d'altérations dues à des conditions de vie dissemblables. La température du climat, dit-il, la qualité de la nourriture et les modes de l'esclavage, voilà les trois causes de changement, d'altération et de dégénération des animaux.